Ok Fred, merci d'accorder du temps à ce podcast et de venir raconter ton expérience avec les Denistone ici. Je sais que tu as été beaucoup sollicité pour en discuter puisque ça reste un exploit. On le verra plus tard pourquoi. Et pour commencer à discuter sur ce sujet, je voudrais savoir déjà comment l'idée... alors déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les Denistone pour ceux qui ne connaissent pas et comment t'es venue l'idée d'aller relever ce challenge? Ouais, salut à tous. Merci pour l'invite, Val, c'est très gentil. De toute façon, ça me faisait plaisir. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé, mais je voulais que tu aies la priorité tout simplement parce qu'on s'entend bien et t'es mon ami, donc ça avait du sens pour moi. Lady Niston, ouais, du coup, alors j'ai déjà expliqué ce que c'est les Niston. Les Niston, c'est tout simplement, globalement, c'est 6-8 mois par an en Écosse, à exactement Potarch. Donc, c'est au nord-est de l'Écosse, un petit peu au fin fond du nord-est, à 1 heure de Aberdeen, pour ceux qui connaissent. Et tout simplement, vous arrivez devant une espèce de restaurant-auberge, et dans la cour, il y a deux grosses pierres. Et le total des deux pierres fait exactement 332 kilos. Celle la plus grosse fait 188 kilos et la plus petite 144 kilos. Et l'objectif, ça va être de les lever toutes les deux en même temps. Donc, il existe plusieurs styles. Il y a le style, on va dire, en torsion, un peu comme un sumo deadlift. C'est le style que j'ai adopté. Il y a le style qu'ils appellent conventionnel, où on le fait comme un peu un RDL avec une pierre de chaque côté du tibia. Oui. Euh, en fait, celui-ci, ce lift conventionnel, il est utilisé après pour pouvoir marcher avec les pierres. Voilà, donc à peu près, c'est les trois façons de décoller ces pierres-là. Savoir que j'ai choisi, et c'est volontaire, la manière, on va dire, la plus safe euh, par rapport à ma carrure, tout simplement. Parce que la version classique, où vous avez les pierres de chaque côté, elle entraîne beaucoup plus d'instabilité. Une instabilité avec 188 et 144 kilos, je suis pas Hmm. sûr que mon corps le tolère. Mhm. Et j'ai pas voulu marcher, même si, enfin, on pourra en rediscuter. Ça m'a paru assez facile. Mais déjà, je ne m'étais pas entraîné à marcher. De deux, ma taille était un tout petit peu limitante pour marcher. Et de trois, il faut avoir la carcasse pour pouvoir le faire. Voilà. Et pourquoi alors? Déjà, comment Oh, tu as connu ça? Parce que c'est pas connu, les Dean Stone. oui, C'est pas connu. oui. Comment déjà tu as rencontré ce challenge et pourquoi tu t'es dit, ah, ça c'est pour moi? C'est Loïs, tout simplement. Ah, Loïs encore, il est Rocomondo. partout. À la base, alors au final, je crois qu'il ne l'a pas fait, mais à la base, il avait chauffé Nicolas Stier Ouais. dessus. Au final, je ne sais pas, j'ai même pas redemandé pourquoi ça s'est pas fait. Et du coup, Loïs, il m'avait demandé à l'époque si je ne voulais pas le faire en même temps que Nico. Et moi, de suite, je me suis chauffé et j'ai acheté le système pour m'entraîner. Mhm. Et puis, ouais, j'ai cacheté ce max. Et puis après, j'ai pas tout à fait de suite entrepris l'entraînement pour en discuter après, parce que je déménageais et tout simplement j'attendais d'avoir mon vrai home gym, on va dire, et mes plates pour pouvoir m'entraîner. Voilà. Donc ça a commencé comme ça sur un challenge de Loïs. Donc, il t'a pas fallu plus qu'un challenge de Loïs qui te dit, ça te dit d'aller soulever 330 kilos au fin fond de l'Écosse pour que tu te motives à aller soulever 300 kilos au fin fond de l'Écosse, quoi. Oh, bon, j'aime bien fonctionner au challenge, surtout Ouais, ouais. quand c'est mes amis qui me boostent un peu. Et après, il y en a très très peu dans le monde. Et en fait, je croyais que j'avais pas vu, j'avais regardé un peu le listing et j'avais pas réussi à voir les Français. Je pensais que j'étais le premier, mais d'après ce que j'ai compris, enfin c'est sûr, il y en a un autre qui l'a fait en juin 2023, D'accord. un strongman français. Et apparemment, du coup, je serai le deuxième français. Et voilà. Ouais, ça reste quand même une sacrée performance, quoi. Ouais, et puis en fait, pourquoi? C'est logique, il y en a très peu qui font le déplacement jusqu'en Écosse. Mhm. Donc, ça m'a permis de visiter en même temps.
Et deuxième chose, il faut du matériel spécifique pour s'entraîner. Et puis quand même, au final, l'épreuve existe depuis 1860. Mhm. Le tout premier, je pense que ça doit être Ronald Dini, puisqu'elle s'appelle les Dini Stone. Et du coup, je suis, je crois, le 300e depuis 1860. Ça Donc fait pas grand monde, hein, quand même, hein. non, c'est quand même cool, et on va en discuter après, je pense, mais il y en a plein, je pense, qui l'ont sous-estimé. Du moins, c'est ce que j'ai vu quand j'y suis allé, quoi. Ouais. Oui, parce que du coup, là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce challenge, quand est-ce que Loïs, il te l'a lancé? Quand est-ce que tu as, on va dire, quand est-ce que tu as débuté ta préparation? La première fois que tu as fait ton PR dessus, donc, que tu as testé un max, c'était quand? Euh, alors, j'ai fait 8 mois de préparation officielle, on va dire, Ok. mais en, en- en gros, ouais, j'ai commencé en juillet, mais je m'étais testé rapidement au cabinet parce que nous, on a eu la maison au mois de fin avril, début mai, donc le temps de tout installer, c'est pour ça que j'ai commencé qu'en juillet. D'accord. Pas reçu mes plates. En fait, je peux pas trop utiliser des poids d'haltérophilie parce que les poids d'haltéro, même calibrés, ils sont épais comme ça. Et Mhm. pour mettre déjà juste la charge officielle 334 kilos, j'ai été obligé d'acheter des poids de force athlétique calibrés. Beaucoup plus fin. Parce que la hauteur des chandelles, le système que j'utilise, c'était pour mimer la hauteur des pierres. Donc, D'accord. si je mettais 330 kilos ou voire plus avec les plates d'haltéro, je dépassais largement. Il m'aurait fallu des chandelles de 1,50 m, quoi. Donc, ce n'était pas faisable. Donc, le temps de recevoir tout le matériel, j'avais juste un peu commencé au cabinet. Et je crois mon premier max, j'avais été déçu de moi parce que, en Hmm. fait, ouais, c'est comme les autres. Je l'avais sous-estimé à la base. En fait, c'est simple, j'ai chargé 330 comme un débit. Et tu l'as pas décollé. Ah, elles sont restées plantées. Ouais. Et en fait, je sentais au fond de moi, j'avais un peu la force globale sur le buste, à peu près, pas loin, mais le grip, pas du tout. Mes mains, elles Mhm. ouvraient. Et du coup, j'avais testé, j'étais descendu forcément, et j'avais fait 256 kilos. Donc la première fois que tu as soulevé une charge, on va dire sous le modèle d'Iniston, c'est 256 kilos. C'est ça. Ok. Et tu devais arriver, rappelle-nous le total que tu À dois faire. 334 et mon meilleur record, c'est 360. Donc tu as gagné 100 kilos sur ta préparation. Ouais, 100 kilos, donc tu nous as dit sur 8 mois de préparation. oui, c'est ça. 8 mois de préparation officielle, tu as commencé en juillet et donc tu as passé tes Diniston Le 5 là mars. au mois de mars. Ok. Alors, comment tu t'es chargé tout seul de ta préparation physique ou tu t'as demandé de l'aide? Est-ce que quelqu'un s'occupait de la préparation physique ou tu l'as fait toi? Non, j'ai tout fait moi. Tu as tout fait toi. J'ai Et juste de temps en temps demandé des petits conseils à Loïs, euh, mhm, euh, surtout sur le dernier mois de préparation. mhm. Parce on a beau savoir, on a beau faire, il y a un peu le stress qui monte, etc. On veut bien faire, il ne faut pas trop faire, etc. Et du coup, j'ai demandé deux, trois conseils, mais au global, non, j'ai tout fait. D'accord. Et comment tu as procédé alors? En gros, quelle a été ta réflexion à partir de juillet quand tu as soulevé 256 kilos et que tu t'es dit, OK, il va falloir que je gagne 80 kilos, comment t'as réfléchi? Alors, ça va être un peu long à détailler parce que j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. Alors, déjà, ça a été un peu d'analyser ce que c'était les Dini Stone. Donc, il faut imaginer ces deux pierres. Donc, c'est pas tout à fait calibré comme des plates. C'est un peu plus, on va dire, instable de par le volume de la pierre. Et surtout, il y a un différentiel de quasiment 40 kilos entre les deux pierres. Mhm. Donc, dès le début, je me suis entraîné avec le différentiel de 40 kilos. Ça, c'était le premier point que je n'ai jamais changé. J'ai toujours fait 40 kilos d'écart. Le deuxième point, et ça, c'est venu que par la suite, ça a été le sans échauffement. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Pourquoi je faisais sans échauffement, etc. Parce que vous avez vu sur la vidéo, on est au milieu de nulle part.
et Hmm. t'as que deux pierres. Et du coup, bah, il a fallu que je trouve des stratégies. Alors ça, c'est venu par la suite. Mais globalement, en gros, pour le non-échauffement, je faisais juste des mobilisations avec un élastique autour du tronc, un peu sur le mollet, parce qu'au début de la programmation, ben, c'était un peu bizarre, un espèce de claquement qui arrivait dans le calcanéum, là, au niveau du talon, au niveau de l'insertion du tendon d'Achille. Alors, jamais eu mal, mais ça faisait un peu peur, entre guillemets. Donc, j'ai chauffé tout simplement mes mollets avec des pointes de pied. La colonne cervicale, on va en reparler. Pourquoi? Et les inclinaisons lombaires, vraiment pour bien chauffer la zone lombaire-bassin. Et quelques jumps pour stimuler fortement le système nerveux d'un coup. Et après, il fallait s'y mettre. Donc ça, c'était on va dire, le non-échauffement. Et je faisais systématiquement, avant, bah, là, je l'ai fait, on l'a vu sur la vidéo, je décollais la petite pierre ou la version avec les plates plus légères, donc la 144 kg. Je la décollais à une main, à droite et à gauche. Puis après, je faisais deux séries d'overcoming en rampe qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire que il y avait, donc par exemple, le jour J avec les pierres, je me suis placé et sur 5, 6, 7 secondes, je montais mon niveau de force, pas au maximal, jusqu'à 70-80% d'intensité pour stimuler mon grip et un petit peu faire monter le système nerveux. Et après, il fallait un peu s'énerver pour décoller, quoi. D'accord. Donc ça, en gros, c'était ta routine dans la préparation physique. Tu restais donc toujours avec ton différentiel de 40 kilos pour coller à la spécificité de l'épreuve. Toujours un non-échauffement parce que pareil, spécificité de l'épreuve, tu devais t'entraîner à le réaliser sans échauffement, puisque c'est ce qui aurait eu lieu le jour J. Et Ça, et après, ça, c'est arrivé sans échauffement, je l'ai fait qu'à partir de décembre. d'accord, ok. Donc au début, c'était avec échauffement. Oui, parce que bah, déjà, il fallait que je monte, je voulais atteindre une bonne marge. Je ne Mhm. m'étais pas fixé 360, mais je voulais au moins 10, 15, 20 kilos de marge par rapport aux pierres. Donc, je ne me sentais pas encore capable de le faire sans échauffement. Et on pourra en discuter plus tard. C'est quelque chose qui me fatiguait beaucoup, nerveusement. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ouah, d'habitude, je suis assez consciencieux sur mes séances. Et là, c'est pas que j'étais pas consciencieux, mais c'est qu'il me fallait pas mal de récup, alors que quand on le voit, on dirait pas que c'est fatigant, Mhm. mais il me fallait vraiment beaucoup de récup. Et comme je faisais pas que les Dynistone, que la prépa Dynistone en même temps, je faisais d'autres choses. Je sentais que sur la suite de la séance, tu vois, j'étais plus sur mon téléphone, j'avais des récup plus longues, j'avais plus de mal à m'y mettre et à rester dans la séance. Et ça me bouffait nerveusement un petit peu. Ça consommait beaucoup d'énergie, quoi. Ouais, et surtout à partir du moment où j'ai enlevé l'échauffement. D'accord. Et alors, quand est-ce que tu as réussi pour la première fois à faire les 334 kilos? Tu as commencé en juillet à 256. La première fois que tu as validé la charge, c'était quand à peu près? Alors, je suis très très vite monté à 300, 310. Euh, Ouais, Ce que je me souviens, j'avais envoyé, il y avait Mélanie qui était là. Je crois dès la fin de l'été, septembre, j'étais déjà à 300, 310. d'accord. Et je pense que j'ai eu 330 rapidement, genre fin septembre, à peu près. Ok, fin septembre, début octobre, tu as fait les 330. Donc ça veut dire qu'en plus, au-delà de la préparation, il fallait que tu gardes cette performance pendant 4 mois presque. Ouais, 4 mois. 4 bons Ouais, mois. ben après, j'avais 100 kilos. Alors, quand tu as 5 kilos, tu sais pas comment 100 kilos, ça paraît beaucoup au début hein, quand tu dois le rattraper. Enfin, Ouais, c'est clair. Non, bien euh, sûr. donc, je ne savais pas déjà de un que j'allais arriver si vite à Mhm. 330. De deux, c'est ce que j'ai dit juste avant, je voulais avoir Une une très marge. grosse marge. Et de trois, il y avait l'affinité affinée au niveau technique. Il y avait une obligation de maintien de 3 secondes en haut. Et du coup, il fallait que le grip il s'adapte. J'avais des bleus aux mains, hein. J'ai eu des bleus aux mains pendant 8 mois. Euh,
Donc, il y avait ça. Il fallait aussi que mes tissus s'adaptent parce que, en fait, au début de ma programmation, et je l'ai eu, tu vois, quand je tourne encore, je le sens un tout petit peu. Donc j'étais en rotation gauche et du coup c'est le bras droit, mon bras fort qui prenait la charge la plus lourde. Et du coup j'étais au niveau de la rotation thoracique à droite. Donc en fait j'ai mon trapèze qui faisait un très gros boulot à droite. Et j'ai eu pas mal de problèmes au niveau cervical au début de ma programmation. J'ai été bloqué deux, trois fois. Et après, j'ai toujours une espèce de tension qui n'est pas partie d'ailleurs encore au niveau du splénus dans cette zone-là. Alors, je sens que c'est musculaire, mais comme un peu bien verrouillé. Et ça a été vraiment désagréable. Et la deuxième chose aussi, et c'est ce que je disais pour habituer un peu la carcasse, comme j'étais en rotation toujours du même côté, j'avais en permanence sur tout le long de la colonne thoracique à droite. Alors, c'est dur à décrire, ça faisait un peu musculaire, mais aussi un peu contraignant au niveau articulaire et osseux. Euh, Dur à décrire, mais une grosse tension. Donc, alors, je suis content, hein, j'ai vraiment eu, enfin, je pourrais dire, zéro blessure, à part la zone cervicale légèrement, où c'est encore tendu, mais zéro blessure. Donc, ça, je suis très content, mais parce que je pense aussi, j'ai pris le temps d'habituer ma colonne thoracique et tout ça à prendre le pli, quoi. D'accord. Et c'est là où moi, il y a la transition qui se fait assez naturellement entre voilà, cette performance physique que tu as réussi à faire, euh, en prenant en compte l'aspect santé, puisque comme tu le dis, tu as réussi à pas être blessé, mais tu partais pas à 100%. Et ça, moi, c'est la chose, quand j'ai suivi un peu ta préparation, qui m'inquiétait le plus, c'était ta capacité à gérer le grip en sachant que tu as un poignet qui a subi quelques lésions quoi, récemment. Il y en a plein qui m'ont posé cette question, qui étaient étonnés que je fasse les Dini malgré. Donc au poignet, j'ai quatre ruptures ligamentaires complètes. Hmm. Donc mon poignet, il se luxe en antéro-postérieur. Mais en fait, sur les Dini, j'avais zéro douleur. De toute façon, avec le poids, si j'avais eu la moindre problématique, bon, ouais, serait très mal passé. Donc, j'avais vraiment zéro douleur. Et en gros, comme c'est une traction dans l'axe, bah, Tout s'est en bien fait, passé. ouais, ça faisait rien du tout à mon poignet, quoi. D'accord. Et physiquement, c'était quoi pour toi le facteur limitant le plus dur? Le grip. Le grip? Et ça, tu l'as travaillé de manière spécifique? Ouais, en gros, durant ma préparation, j'ai eu plusieurs phases. Euh, du coup, il a travaillé le grip lors des lifts. J'ai eu des phases d'isométrie aussi spécifiques sur les anneaux. Euh, Et après, en parallèle, j'ai énormément aussi bossé tout simplement au Captain of Crush. C'est les pinces qui sont calibrées. J'ai acheté un rolling handle. C'est une poignée qui est épaisse, qui tourne. Du coup, Mhm. en fait, ça t'ouvre la main comme ceci. Et du coup, si tu perds le grip et l'activation dans le poignet, tu as les doigts qui s'ouvrent. Donc, j'ai bossé pas mal sur ces formats-là et tout simplement en ultra spécifique, c'est-à-dire que sur des lifts plus légers, je maintenais entre 10 et 30 secondes chaque lift. D'accord. Oui, donc ça, c'était intéressant non seulement pour le grip, mais en plus, tu disais tout à l'heure que dans le format officiel, il faut que tu tiennes la position décollée pendant 3 secondes, c'est ça? C'est ça, tout à Ouais, donc, fait. il faut non seulement la décoller, mais la valider une fois décollée. Et Et culturellement, le record du monde, comment? culturellement, le record du monde est à 46 secondes de mémoire. Donc ça veut 46, dire que le gars a soulevé les pierres et est resté 46 secondes, c'est ça? c'est Avec les ça. pierres décollées. Et alors, ça c'est toujours un peu le problème dans toutes ces épreuves qui sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que tu partais, entre guillemets, avec un léger désavantage par rapport à d'autres concurrents que tu as pu rencontrer là-bas, c'est le poids. C'est que tu restes. Alors, pour la majorité des gens, t'es pas un poids plume, mais pour la majorité des personnes qui tentent les Deniston, tu restes un poids plume, quoi.
Ah, j'étais une crevette à côté d'eux. Ouais. Il y en a un d'ailleurs qui l'a fait. Enfin, il l'a pas fait, il est aidé, on le voit sur la vidéo. Il a les cheveux longs, on dirait un ours. Et je pense qu'il faisait 100, je sais pas, 120, 130, 140 kilos, hein. Il était immense, immense, immense. Et lui, son record est à 400 kilos, avec 200 kilos par main. Et il a tenu de mémoire plus de 30 secondes les Dini. Donc, c'est pas lui qui a le record du monde, mais il est monstrueux. Et en gros, le jour où je suis arrivé, hein, j'étais l'athlète le plus léger avec un autre, hein. Mhm. Et d'ailleurs, l'autre, il l'a pas réussi. Et, euh, et les autres, ils faisaient tous, je pense, 90, 95 kilos minimum. Et on n'est que deux athlètes à l'avoir réussi du premier coup. Donc, il y avait moi et un strongman londonien qui devait faire, je pense, 1,90 m et 130 kilos. Et c'est le seul à avoir tenté avec la marche. Ah, il attendait avec la marche? D'accord, ok. Comme il est plus grand, il a déjà plus de distance entre les pierres et le sol Mhm. pour pouvoir marcher sans toucher. D'accord. Ouais. Et au-delà du coup de cet aspect physique qui est déjà immense et que bon, tu as globalement réussi assez rapidement, puisque la performance physique, globalement, tu as réussi à l'acquérir par rapport à ta programmation en 3 mois presque, globalement. Comment tu as traversé la sphère mentale? Parce que ça, c'est pareil. Tu l'as un petit peu évoqué dans le sens où il fallait une certaine rigueur dans les entraînements, mais en plus de la rigueur dans les entraînements, une fois que tu as atteint la performance donc en fin septembre, début octobre. Après, il fallait que tu aies l'envie, la motivation de la conserver jusqu'à mars, quoi. Ce qui, Ouais. En fait, globalement, il y a eu plusieurs étapes. Au début, c'est cool, puisque forcément, quand en 3 mois, tu gagnes quasiment 80 kilos, c'est plutôt super. Mhm, ouais, c'est clair. Donc, ça, c'est stimulant, en fait, pour l'ego, tout simplement, et pour aller s'entraîner. Même si, globalement, c'était quand même une approche très minimaliste. Euh, alors, au début, un tout petit peu moins, mais très vite, je suis tombé dans une approche minimaliste avec 2 fois par semaine seulement. Et sauf sur la toute fin de prépa, j'expliquerai après pourquoi. Mais globalement, c'était donc au tout début, il y avait parfois des EMOM une fois dans la semaine de 6 minutes. Mais globalement, c'était un top 7 et 2 fois 3, 3 fois 3 et parfois une série maintenue longue, et c'est tout. Euh, D'accord. Parce que je sentais que tout simplement, je ne pouvais pas vraiment tolérer beaucoup plus. De toute façon, au niveau de ma capacité corporelle. Et donc ça, c'était la première phase où j'ai progressé, c'était vraiment grisant, etc. Quand tu fais, bah, tu te dis, OK, tu te filmes, je me filmais à chaque séance, et je voyais si ce que je voyais, ça me plaisait déjà par rapport à la qualité et au maintien. Donc, la première fois où j'ai fait, par exemple, 334, euh, c'était bien, mais c'était une petite seconde et le grip lâchait. Donc, après, ça a été être au standard. Et donc, ça, pareil, moi, j'aime bien parce que tu cherches, tu essayes de. C'était un peu le laboratoire, hein, si tu veux, en termes de recherche. Donc, je progressais et le standard, il est assez vite venu au final quand même. Et une fois que c'était au standard, courant fin octobre, ou octobre de mémoire, là, ça a été de me dire, OK, on est loin de mars, donc tu vas essayer de gagner quelques kilos de plus pour avoir de la marge. Donc pareil, et assez étonnamment, bah, j'ai revite reprogressé. Et je valide juste avant Noël 300, quasiment 360 kilos, 356 je crois, où je la maintiens 3 secondes d'ailleurs. Et là, je me suis dit, OK, c'est quand même très très cool, mais il reste 3 mois Ouais, c'est enfin, ça. 2 mois et demi de préparation. Sauf que bah, j'ai une petite fille et ça a été vraiment dur au niveau psy. C'est que on a été malade globalement de novembre à mi-janvier. Quasiment, j'ai été malade presque toutes les semaines. Alors, on ne savait pas pourquoi. Je sais pas, j'avais chopé une merde. J'ai eu 3 fois des antibiotiques, 2 fois de la cortisone. Enfin, c'était vraiment l'enfer, ça passait pas.
On a eu en plus à Noël le triptyque gastro-grippe, etc. Euh, et ça a été dur parce que bah, l'état de forme, il pouvait varier. Et malgré tout, ça s'est plutôt bien passé. Et je me suis même dit le lendemain de la gastro, allez, tu as perdu du poids. Tu vas voir si, malgré tout, sans échauffement, sans rien, les dîners décollent. Donc, j'ai mis 334. Et effectivement, elles ont décollé. Et là, je commençais à me dire dans la tête, bon, lendemain Ça va de le faire. gastro, tu perds 3 4 kilos, ça va le faire, avec une grosse fatigue. Et la deuxième chose qui était dure, c'est que Elena, bon, elle commence à faire les nuits là, mais c'est pas encore ça. Et ça fait juste 2 3 semaines. Et en fait, elle faisait toujours pas les nuits. Et ça, c'était vraiment chaud sur la fatigue aussi. Mais au global, bah, le résultat a été là. Et la dernière phase, c'est ça, qui a été dur. C'est pour ça que j'ai aussi communiqué pas mal à la fin avec Loïs. C'était pour rester motivé. J'en avais un peu marre. Puis, tu vois, les trucs approchaient. Et en fait, il se trouve que, en gros, quand j'ai retrouvé la forme, quand je dis la santé, que j'étais plus malade, je sais pas, j'ai eu un peu une chute de performance. C'est-à-dire que, en gros, j'étais toujours capable de décoller les 334 des Dini. Je sentais que j'avais plus beaucoup de marge. C'est-à-dire que j'avais essayé de remonter à 350 et je crois que je crois que j'ai 356 mon record et je le décolle pas et je sentais que j'étais un peu loin même de le décoller. Puis j'ai fait 340 un peu dans le dur. Je sentais que le grip il lâchait et j'avais noté quelque chose, c'est que le grip il est très très corrélé à l'état de fatigue. Ça, j'ai les Mhm. deux vues. Donc après, pourquoi? Alors que j'étais moins malade, c'était un peu moins bien, aucune idée, j'ai pas jamais trouvé. Puis du coup, Loïs, genre un mois avant, il m'a dit de reprendre le Easy Strength de Dan John. C'est une version minimaliste en 2x5 et où je suis redescendu vraiment bas. J'ai repris un 2x5 de mémoire à 220 et 4 fois par semaine. D'accord. Et du coup, j'ai fait ça pendant 15 jours, je crois. 15 jours, peut-être 3 semaines. Donc 15 jours. J'ai fait le 2x5 pendant 15 jours, 4 fois par semaine. Et en gros, j'explose mon record puisque je fais de mémoire. Donc ça, c'était 15 jours avant les dîners. Je fais 5 fois 310, 3 fois 340. Et là, bon, là, je me suis dit, c'est bien. J'ai fait un max rep rire 2 à 334 euh, Mhm. pour 3 reps. Donc, je pense que j'en valais à peu près 5 6. Donc là, je me suis dit, bon, ça va le faire, hein. Et puis après, j'ai juste fait une dose minimale jusqu'au Diniston avec un léger picking, c'est-à-dire un top set beaucoup plus élevé avec une grosse qualité, une exigence de qualité. Et puis après, on est allé en Écosse. D'accord. Donc en fait, si je résume ce qui s'est passé un petit peu depuis juillet, la première chose que tu t'es attelé à faire, c'est réussir à soulever la charge. Déjà, c'était atteindre la charge. Une fois que tu avais réussi à avoir la charge, que tu as eu assez rapidement, donc tu t'es dit, OK, là maintenant, critère de réussite, je regarde les standards et je soulève la charge correctement. Deuxième chose, une fois que tu as validé la charge avec les critères de réussite, tu t'es dit, mais non, moi, il me faut une petite marge. Donc, c'est là où tu as commencé à augmenter la marge, etc. C'est là où tu as battu ton record. Et c'est là où, eh bien, finalement, ça t'a donné raison, puisqu'au moment où tu commençais à gagner ta marge de sécurité, tu en as eu besoin, puisque tu as eu les virus, les maladies, ta fille qui faisait pas les nuits, etc. Donc un gros état de fatigue. T'as pas forcément connu de chute de performance pendant cette période-là, mais plutôt quand en fait tu as commencé à guérir. Ça, c'est ça hein, que tu disais, c'est que tu as senti la baisse de performance. En fait, c'était la chute de la performance du grip spécifique. Le tronc, il allait super bien, mais mon grip lâchait. Et ça lâché, voilà, quand t'arrivais plus trop à dormir, mais que t'étais plus malade. Ouais. Ok. Suite à ça, donc sur les conseils de Loïs, là pour le coup, tu as eu une augmentation du volume.
puisque c'est ce que tu disais, hein, tu avais quand même eu une préparation assez minimaliste sur le principe. Et à ce moment-là, tu as diminué un petit peu l'intensité et par contre, tu as fait un plus gros volume. C'est ça, Voilà. Et là, ça t'a permis, en l'espace de 15 jours, de peut-être de te régénérer. Peut-être que le fait de diminuer l'intensité t'a permis de te régénérer, tu as retrouvé un état de forme, tu as retrouvé ton grip et là, c'est là où tu as commencé à exploser tes records. c'est ça, Ouais et donc après, tu as fini avec, comment dire? Une espèce d'affûtage, enfin, c'est comme ça qu'on le disait avant, ce picking jusqu'à atteindre le jour J en Écosse où tu te retrouves devant les pierres. c'est ça. Par contre, je n'ai pas fait d'affûtage comme on peut Ouais. l'entendre. C'est-à-dire que je suis passé le mardi 5 mars et le Mmh. vendredi, je fais encore de mémoire une fois 346, trois fois 330 et un 300. Non, je fais une fois 346, une fois 334 et trois fois 310. D'accord, donc tu t'étais resté sur un entraînement jusqu'au dernier moment, quoi. Tu t'entraînes Ouais. jusqu'à la fin. Et donc, du coup, tu arrives en Écosse et tu arrives devant ces pierres et comment ça se passe, comment tu as géré le stress? C'était quoi tes sensations? Comment tu t'es senti le jour J? Ah, j'avais froid aux couilles en kilt. Ouais, mais encore? Ah non, un peu stressant parce que en fait, j'avais l'impression d'être un enfant parmi les géants. C'était Ouais. vraiment très bizarre. Puis assez impressionné parce que bah, il y avait Brett Nicole, qui a levé plus de 800 fois les pierres depuis que en gros, il encadre, c'est lui qui juge toutes les performances et il est monstrueux. C'est Ouais. celui qui me tape l'épaule dans la vidéo. Et donc un peu bizarre. Puis il me dit t'es stressé? Je dis un petit peu. Il me dit, je te sens bien. Il me dit, vas-y. Je lui dis, je vais chauffer. Je me chauffe un peu et j'y vais. Et puis, en gros, je fais ma routine comme d'hab. J'aime bien faire. J'étais un peu pas le seul à m'échauffer. Il y a l'autre strongman d'ailleurs. En fait, les deux où on avait un tout petit peu une routine, on voyait qu'on l'avait préparé en fait tous les deux. Ça se voyait aussi que lui, il l'avait préparé. On a fait tous les deux une routine où on s'est mobilisé, etc. Et puis chez Monizo, il me dit, oh, c'est bon, t'es bien là. Et je dis, ouais, je pense que c'est bon. Et du coup, il me dit, ok, tu passes le premier. Donc, un peu la pression. Parce que tu te dis, ouah, si tu te loupes, tu te chies devant tout le monde. Combien vous Et étiez? alors, c'est des sessions de 8 D'accord, au complet. Et c'est une fois par mois, en fait, pendant 6 ou 8 mois de l'année. d'accord. Parce qu'après, c'est Rogue qui, je crois, a les droits de mémoire, ou une partie des droits pour leur grosse compétition. Et du coup, je passe. Et puis, en fait, bah, je sais pas comment dire, en toute modestie, c'était facile. Ouais, d'accord. Ça t'est paru facile, quoi. Ah ouais. En fait, je me souviens exactement, on est arrivé sur le parking, les pierres étaient attachées. Alors ça, c'est pourquoi, la petite histoire, les Écossais sont assez énervés avec pas forcément les étrangers, ça peut être les autres Écossais ou ceux qui respectent pas les pierres, entre guillemets, parce qu'il existe d'autres pierres. Il y a plein de pierres en Écosse à soulever, très connues. Et sauf qu'il y en a plusieurs qui ont été cassées parce que ceux qui le font négligent un peu. Et en gros, je ne sais pas si vous avez vu, dessous, il y avait un tapis caoutchouc noir. Mhm. Tout simplement, c'est pour que quand on lâche les pierres, il y a un léger amorti pour pas casser les pierres. Et ceux qui font les lifts, style les stones rondes, eux, ils ont obligation de mettre un map dessous pour D'accord. absorber. Parce que il y a d'ailleurs, il y a 15 jours, 3 semaines, il y a une pierre qui a été fendue en deux. Et du coup, bah, ça veut dire que toute une partie de la culture et de l'histoire de l'Écosse s'en va, tu vois. Donc, il faut faire juste gaffe à ça. Et du coup, je me place et vraiment, c'était vraiment, vraiment, vraiment facile. Et oui, donc la petite histoire, c'est que je dis à Mélanie, OK, je vais juste voir.
Il y avait une seule inconnue que je n'avais pas préparée. J'avais tout préparé. J'ai été malade, je savais que malade, je pouvais le lever. Fatigué, je savais que je pouvais le lever. Il y avait un seul truc, et je l'avais vu en m'entraînant, c'est que si j'avais pas de magnésie, en fait, c'est pas si j'avais pas de magnésie. Si j'avais pas d'adhérence sur les anneaux, ma main s'ouvrait. J'avais fait le test, hein. Je voyais qu'à 240, ma main, elle s'ouvrait sans magnésie sur les anneaux, sur le D'accord. site que j'ai ici. Parce, parce que les anneaux sans magnésie ici, ils sont lisses. Et ouah, sans magnésie, ça s'ouvre. Et moi, je plaçais l'anneau ici. D'ailleurs, on voit encore qu'il y a quelques petits bleus. Et en gros, ça faisait, avec la D'accord. magnésie, ça me plaquait vraiment l'anneau contre la peau, si tu veux. Et je dis à Mélanie, j'ai quand même touché les anneaux juste pour me rassurer. Et au moment où je touche les anneaux, alors Mel, elle me fait alors. Je dis, c'est bon, ça va lever aujourd'hui. Ah, Parce tu le que savais? l'anneau, alors oui, il est lisse, hein, mais comme il est exposé à la pluie, au vent, etc., c'est un lisse, alors pas rugueux, puisqu'il est lisse, mais je sentais que si je mettais de la magnésie dessus, bah, ça allait adhérer. Et puis, donc, c'était effectivement le cas. L'adhérence, elle était meilleure le jour des Diniston que sur le système d'entraînement. D'accord. Donc, tu avais le droit à la magnésie ce jour-là. Oui, ouais, Ok, ouais. ok. Et alors, du coup, la sensation quand tu lèves les pierres, tu sais que tu as réussi. J'imagine que quand tu lèves, il y a quelqu'un qui te dit good ou qui te Ouais, valide le truc. je crois qu'on l'entend légèrement derrière la vidéo. Il dit de lâcher. Et quand tu lâches, du coup, Bah là, ils applaudissent et puis, enfin, tu te sens comment? c'est rare hein, parce que je suis assez exigeant avec moi, mais Ouais? j'étais super, super content de moi. Ah, Ah ça, oui, je parce sais. que c'est 8 mois C'est de. une longue préparation. Et puis, je sais pas, ça m'a ému de voir Mélanie, elle a pleuré. Ouais, Donc, ça m'a un peu ému. Et puis, ils sont tous venus me féliciter parce que, en fait, je pense qu'ils ont été assez surpris parce que bah, je pense qu'ils pensaient que j'allais pas la lever et encore moins du premier coup. Et du coup, j'étais fier de moi. Donc, c'est assez rare que je sois ouais. fier de moi. Donc, ouais, j'étais content. Ah, ça a marqué, pour le coup, c'est à marquer au fer rouge, quoi. C'est une jolie histoire. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a, là, a posteriori, donc là, on est à quoi? C'était quand que tu les as passés, début mars? Le 5 ouais. Le 5, donc voilà, on est à 13 jours. 13 jours post-réussite. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Euh, Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi? Ça m'a refait un tout petit peu, pas au même niveau, mais remis dans un contexte de compétition, un peu comme je le sentais au judo. Euh, mais en gros, c'est vraiment en toute modestie, mais je savais que j'étais prêt en fait. Mhm. Euh, En fait, il y avait peu de choses. Quand je suis arrivé en Écosse, il y avait peu de choses où je me suis dit, à moins qu'il y ait un déluge et que ça soit ultra glissant, que les pierres ne monteraient pas. Parce que j'avais identifié en gros tous les marqueurs sur le. En fait, j'avais bossé sur tellement de marqueurs différents qui pouvaient arriver le jour J que il y avait peu de chances que je sois à côté de la plaque. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, alors ça, je l'ai su un peu avant, mais c'est encore notre contexte. On peut faire beaucoup sans échauffement. Ouais. L'échauffement, c'est surfait. Euh, C'est surfait, mais c'est quelque chose. Enfin, alors oui, il y en a qui disent qu'il y a un gros risque de blessure. J'en sais rien, en fait. C'est peut-être une idée reçue. J'en ouais. sais rien. Tu te Mais dis, alors, il y en a qui se pètent en allant sprinter pour chercher leur bus, mais il y en a plein qui se pètent pas et qui sont à fond. ah oui, oui, je sais pas. Alors là-dessus, je m'avancerai pas parce que j'ai pas exactement toutes les données en tête. Mais je crois que la dernière fois que je m'étais intéressé au sujet, je suis pas sûr qu'il y ait réellement d'études de qualité qui ait montré le lien de causalité entre l'échauffement et la blessure. Ouais, alors il y avait eu des études là, de l'échauffement russe, je sais plus le nom, il a un nom, et c'est un russe, qui avait donné apparemment de bons résultats,
Mais pareil, est-ce que c'était de qualité les études? J'en sais rien, c'est dans les années 60-70. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup en fait sans échauffement. Est-ce qu'il faut le faire tout le temps? Je suis pas sûr. Oui, bah voilà, après, c'est toujours. On n'est Et pas obligé de prendre des risques. Mais c'est. Par contre, moi, je pense que l'échauffement peut permettre d'améliorer la performance, mais je suis pas sûr qu'elle réduise le nombre le risque de blessure, à l'inverse. C'est deux choses différentes, de se blesser et faire mieux. Je pense que l'échauffement peut permettre de soulever plus lourd, mais je suis pas sûr que ce soit forcément corrélé au risque de blessure. Mais ma question, du coup, une fois que tu as soulevé tout ça et que tu as traversé tout ça, est-ce que tu te sens plus fort, mentalement et physiquement? alors mentalement, ouais, je sais que ça m'a, je pense, aidé, du moins sur l'approche des charges. En gros, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, tu as toujours, quand c'est lourd, une petite appréhension. Bon, alors moi, je le sais pas trop parce que je soulève pas très très lourd, mais. Non, mais je pense que tu vois ce que je Ouais, veux ouais, dire. bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, t'es toujours un peu effrayé quand t'as des charges qui Ouais, augmentent. et là, bah, en fait, ça fait dédramatiser, tu vois, bah, on est en torsion, Ouais. clarté, il y a mieux comme levier, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et pourtant, ça décolle. Donc, on s'aperçoit finalement quand même, déjà, le corps, il est bien, bien résilient. Mhm. Euh, Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, ouais, sur cet aspect nerveux, j'ai découvert pas mal de choses sur moi parce que euh, sur la mobilisation en fait du système nerveux, c'est-à-dire le délai à partir duquel je suis prêt, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai moins de temps de me dire, j'ai moins besoin de temps, pardon, de préparation pour mobiliser mon système nerveux. Là, je suis capable presque de switcher on-off. D'accord. Ok. Et ça a grandement changé chez moi, j'en suis sûr. Et la deuxième chose, après, c'est pas quelque chose, mais ça m'a confirmé plutôt un peu ma nature d'être, c'est que bah là, tu vois, ça n'a pas été tout le temps, c'est pas tout le temps facile hein, d'être tout seul à se préparer à un challenge comme ça, de se stimuler, etc. Donc, cette capacité de résilience à travailler, alors je savais que je l'avais, mais je pense que je l'ai encore démontré. Donc, ça, ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris, mais c'est quelque chose qu'on va dire j'ai confirmé. D'accord. Le fait que tu es capable à toi tout seul de te discipliner dans une routine d'entraînement qui s'étale sur 8 mois, ça c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et de tenir jusqu'au bout, quoi. Malgré en plus les aléas de la vie quotidienne, puisque Ouais, bon, il y a le travail bon, que dont t'as pas parlé, mais il y a voilà, ta fille qui dort pas, la maladie. alors, ouais, ça c'est un point important. Ça, par contre, je l'ai appris. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais on n'a pas besoin de beaucoup dormir pour être performant. Mhm. Euh, on n'a pas besoin d'être en hyper bonne santé pour être performant. Euh, Tu vois, je pense qu'il y a... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en bonne santé, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir. Jamais je dirais ça, bien au contraire. Mais on peut faire beaucoup de choses dans la vie en travaillant beaucoup à côté, en ayant des enfants et, et une vie de famille et sociale, on va dire. C'est juste que, il faut une organisation, on va dire. C'est plutôt ça, et une discipline. Ouais, ouais, la discipline, c'est le fait de respecter l'organisation, du coup. Oui, c'est ça. C'est bien. Il faut réussir à organiser, puis derrière, il faut réussir à se tenir à cette organisation. Et encore une fois, moi, ce que je trouve le plus fort dans cette préparation, c'est la durée. Moi, je dois avouer que au-delà de ton poignet, alors une fois que tu m'avais rassuré sur le fait que ton poignet, il n'y avait pas de douleur, etc., c'est vrai que la chose qui m'inquiétait le plus dans la réussite de ce projet, c'était le temps, quoi. Je veux dire, c'est super long, 8 mois. 8 mois à rester focus sur un projet qui, en plus, et ça, moi, je trouve ça vraiment encore plus beau dans le sens où c'est quelque chose qui t'apporte absolument. T'as rien à gagner. Je veux Ah dire, non, t'as soulevé les pierres, t'es revenu chez toi, ta vie, c'était toujours la même. Tu vois, j'ai pas gagné de sous, hein, voilà. mais j'ai déjà, c'est le processus où j'ai appris plein de choses sur l'entraînement. D'accord? Sur cette approche minimaliste que j'ai
enfin tu le sais, hein, Ouais, ouais, j'ai ouais. j'ai un gros volume d'entraînement quotidien. Et au final, on n'a pas. Alors, ça ne veut pas dire que tu vois, je suis reparti sur un gros volume, mais on n'a pas besoin non plus de faire beaucoup pour performer. Ça, c'est le premier point, qu'il y a différentes approches, en fait, tout simplement, qui existent. Euh, et le deuxième point, comme dit, j'ai appris aussi beaucoup de choses bah, sur le système nerveux, sur le grip, au niveau psy, comment aborder les charges lourdes, euh, sur ma capacité de tolérance par rapport à ma santé et à mon état physique. Euh, et au final, je crois, et je peux même certifier, j'ai loupé aucune session d'entraînement en 8 mois. Je faisais toujours lundi, vendredi, et si jamais pour X raison, si je donnais une formation, etc., je la rattrapais toujours dans la semaine. Donc j'ai maintenu mes 2 fois par semaine pendant 8 mois. Euh, donc ça, c'était aussi ce que j'ai appris, cette capacité de- à maintenir, à bosser dur. Et de toute façon, j'ai ce profil-là aussi dans mon boulot. Euh, Rappelle-moi juste ta dernière question parce que je crois que je me suis perdu. C'était pas tellement une question, c'était plus le fait que je disais que j'étais impressionné par le fait que tu es tenu sur 8 mois Ah de oui. préparation, à rigueur. Ah oui, alors pourquoi? Parce qu'il y a ça aussi, c'est que c'est 334 kilos à maîtriser sans se blesser. Et je me sentais pas. Alors, j'avais aucune idée de le faire en 3 mois, tu vois. Mhm. Parce que 3 mois, c'était long et court. Ouais, Et est-ce que mon corps allait tolérer, sachant que j'ai quand même des petits pépins qui restent du judo. Euh, je voulais pas prendre de risques, c'est-à-dire que je voulais le faire en bonne et due forme, mais sans être blessé, de manière correcte, sans qu'il y ait aucune ambiguïté. Donc voilà. Et puis, c'est pour ça aussi que j'avais fait le max dès la première fois, c'est que je voulais me situer. Et quand tu vois qu'il y a 80 kilos à récupérer, ouais, au début, t'es pas tout à fait serein quand même. Tu te dis pas euh, que tu les aurais 2 mois après, quoi. pas comme un deadlift, quoi. Si tu as un deadlift à 200 et qu'il te manque que 80 kilos pour une compétition, que tu dois être à 280 kilos au deadlift, ouais, je pense qu'en 8 mois, je les ai pas, hein, c'est sûr, hein, Ouais, c'est certain. Donc, euh, euh, en fait, je pense enfin, c'est un mélange de circonstances, c'est-à-dire que euh, il y a eu l'amélioration du grip, notable. Pourtant, j'ai un bon grip de base, mais il fallait que ça soit spécifique aux anneaux. Euh, le deuxième, parce qu'en fait, c'est juste pour expliquer, l'anneau, en fait, quand tu poses ta main, le rebord qui remonte t'ouvre un côté du ah doigt. oui, ouais, ouais. Donc, c'est différent d'une barre qui est droite, en fait. C'est-à-dire que tu as le levier qui vient sur le doigt, en fait, extérieur ici. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai eu pas mal de cornes. Et, parce que, en fait, là, ça a tendance à ouvrir ce côté et du coup à glisser, en fait. Donc, c'était légèrement différent d'une barre. Euh, la deuxième chose, donc l'amélioration du grip, je pense l'amélioration technique. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'ajustements techniques. Par exemple, euh, là où j'ai gagné quasiment, je pense, 20 kilos instantanément, j'ai juste montré, j'ai fait un levier avec mon coude, un peu comme un hip thrust avec le bassin où je venais, en gros, je poussais comme un hip thrust en extension de hanche qui venait bloquer sur mon coude pour faire levier. Et ça m'a augmenté euh, quasiment instantanément. En une ou deux séances, j'ai gagné 20 kilos, 20 ou 30 kilos. Euh, Dernier point, après, c'est les niveaux de force spécifiques qui ont augmenté euh, grâce à l'ajustement du levier sur les jambes. Je me suis mis un peu plus en sumo que ce que j'avais l'habitude. Ça, c'est le troisième point. Donc, plus d'ouverture. Donc, ça optimise un peu le levier par rapport Bien à sûr. Pierre. Et dernier point.
L'augmentation de la force globale. Mhm. Et, et du coup, après, une fois que tu as réussi tout ça, une fois que tu t'es préparé, à moins que Loïs te renvoie un message pour un nouveau challenge, c'est quoi la suite? Est-ce que tu as un autre challenge en tête? Alors, me refaire un peu une santé, entre guillemets, d'un point de vue, ça, j'ai pas encore commencé d'ailleurs, au niveau mobilité. Ouais, il faut pas se le cacher, hein. Si j'avais voulu optimiser un peu plus la santé, j'aurais levé les pierres Mhm. des deux côtés de rotation. Bien sûr. Parce que ça, là, pour gagner du temps, tout simplement, j'ai toujours fait du même côté. Mhm. Et je me suis pas mal rigidifié au niveau thoracique et un peu lombaire aussi. Soigner mes cervicales durablement en point de vue mobilité. Là, j'ai commencé un cycle d'hypertrophie pendant 4 mois en parallèle. Et je me suis inscrit à un trail de 15 kilomètres avec 500 D+. Ah, c'est ça, parce que c'est pas des objectifs, ça, c'était des directions de vie, on va dire. Et Ouais, là, il y a un vrai objectif avec un ah, chiffre. Donc, il y a un trail. Fred va se mettre à courir. et autant te dire que les dini, ça fait pas le cardio, hein. Non, ça, c'est clair. D'accord. Et donc, c'est quand ce trail? Le 22 ou 24 juin, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais on va dire, alors je vais le préparer, tout simplement juste pour un truc, je veux pas me blesser, c'est tout. Ouais, bien Je sûr. cherche pas à faire une grosse performance, c'est-à-dire je vais pas vouloir faire, je sais pas, une heure et quart sur le 15 bornes. De toute façon, une heure, c'est pas possible. Mais genre, sous 1h20, je vais pas vouloir chercher ça. Si je le fais entre 1h30 et 2 heures, ça me va. Mais ça sera déjà bien par rapport aux 8 derniers mois d'Eddington, on va Ouais, dire. c'est clair. Ouais. Euh, mais sinon, j'ai un autre très très gros challenge, je pense. Je, je suis sceptique. Autant les Stone, je savais que avec du travail, ça viendrait a priori. Mais alors, je sais pas si je dois l'annoncer, mais dunker. Tu veux dunker? Alors, je fais 1m78. Alors déjà, il faut savoir que les paniers en NBA, c'est pas les mêmes que les paniers en France, hein. Donc il va falloir choisir ton panier. C'est 3,05, je crois. Ouais. Donc tu vas Ouais. voir, donc tu vas essayer de dunker 3,05. Alors, Alors, dunker. alors attention, là on arrive sur les critères de sélection. ah, euh, alors, dunker, et si j'arrive pas, parce que ça va être chaud, je pense, c'est m'accrocher à deux mains. Bah, si tu arrives à t'accrocher à deux mains, c'est que tu peux dunker normalement, non? Ah, dunker, il faut arriver à ce que Oui, il faut l'anneau que la main passe. accroché, tu peux t'accrocher là, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Et alors pour ceux qui te connaissent pas forcément, juste, tu mesures combien du coup? Parce qu'il faut qu'ils se rendent compte, parce que si tu faisais 1,90 m, ce serait pas un challenge. 1m78. Voilà, 1,78 m. Donc c'est quoi? Pourquoi? Pour 80. Là, actuellement, je fais 84, 85. Ah, 1,78 85 kilos. Donc tu as réussi la performance de soulever 360 au Diniston. Et donc là maintenant, avec tes 1,78 m, tu vas tenter d'aller chercher le dunk à 3,05. Un de Ouais. ces quatre. Pas tout de suite, mais un de ces quatre, c'est prévu. Et ça, c'était la question que je me posais une fois que tu as dit que tu voulais faire le trail. Tu as déjà fait une épreuve d'endurance? Un marathon, un semi? Ça, c'est parce que tu fais beaucoup de force, ça on le sait, mais Alors, il y a peu de gens qui le savent, mais je suis assez doué de base pour ça, ouais, d'accord. parce que je courais énormément pour le judo. Pour le poids, c'était pas au Ouais. poids. Alors, Bien sûr. pour le poids, oui, oui, mais même pour être en forme pour le judo, Ouais. j'ai quand même fait un 5 kilomètres en 17,56. Ah bah d'accord, mais 5 kilomètres, c'est 5 kilomètres. Est-ce que tu as déjà fait une épreuve de longue distance? Et la plus longue distance que j'ai faite, j'avais 15 ans, je pense, et c'était un 10 kilomètres. C'est ça, d'accord. Donc là, ouais, voilà, parce que là, vraiment, bah, moi, pour te connaître, quand tu fais des épreuves de force, même si c'est des objectifs élevés, tu restes dans ta zone de confort, entre guillemets, où la force, tu connais. En fait, c'est pour ça que les dini, j'étais quasi sûr. C'est ce qu'à un moment, j'ai dit à Loïs, j'ai l'impression de faire un combat. D'accord. Et c'est un combat contre les pierres, et ça me plaît bien.
Je t'avoue que, alors là, je me suis chauffé parce que Ulrich, il m'a chauffé sur le trail. C'est mon. Ouais. Euh, donc, et en fait, c'était vraiment pour sortir de ma zone de confort parce que Là, pour le coup, oui, vraiment. je déteste les longues distances. Et ouais, 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 là, pour le coup, c'est vraiment, là, tu sors vraiment de ta zone de confort. Tu vas vraiment aller chercher une qualité physique que tu as probablement, mais que tu n'es pas habitué à travailler, en tout cas, à entraîner. C'est pas. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, à la base, je suis assez bon pour ça, même si je ne l'ai jamais pratiqué. Mais parce que aussi, alors c'est encore un effort complètement différent, mais avec mes parents, par exemple, tous les étés, on faisait entre 80 et 120 km par semaine de randonnée dans les Mhm. forêts. Et j'avais vraiment des facilités même dès tout petit, dès 4 5 ans, à tenir les distances. Donc c'est, je pense, quelque chose que, au fond, 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 bon, mais je me suis très, très éloigné de ça. Ouais. Donc ça va être intéressant à suivre. Et puis à l'occasion, bah, du coup, on fera le podcast après ce trail pour voir si là encore, tu as réussi à remplir ton objectif ou pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, sur lequel tu voudrais revenir, un point à souligner, quelque chose qui t'a marqué plus qu'autre chose et que tu voudrais rappeler, un Euh, message à faire passer, une dédicace comme sur Skyrock? Juste, il y a un truc, et d'ailleurs, j'en ai discuté avec le gars qui était énorme là. Euh, Ouais. Lever 334 avec des plates est plus dur que lever 334 avec des pierres. Ouais. Euh, alors, on ne sait pas trop l'expliquer. Lui, il dit que ça fait comme une slack de la barre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand on lève une barre, il y a le slack de la barre, c'est l'effet de tension. La barre, elle fait un tout petit peu ça quand on décolle un poids. Et lui, il dit que ça ressemble un petit peu à ça. D'accord. Euh, Moi, j'ai pas trouvé que c'était. Enfin, un peu oui et non. Et après, on est arrivé à peu près un peu à la même conclusion. Moi, je pense que c'est le design des pierres. Les pierres, elles sont légèrement, bon, elles sont plates, mais c'est un plat légèrement arrondi, tu vois. Mhm. Quand tu lances le lift, le fait qu'il y a la pierre légèrement arrondie, ça fait un effet de starter. D'accord. Donc tu enlèves quelques. La force de friction est diminuée du coup au sol. C'est pas que la force de friction elle est diminuée, c'est que comme c'est légèrement incurvé, c'est pas grand-chose, la pierre, tu vois, on peut la bouger un peu comme ça. Mhm. Donc, si tu tires dessus, et je pense que c'est ce que j'ai bien fait, ça, par rapport aux autres, c'est que au moment où tu tires, la pierre, elle fait un léger, tu vois, D'accord. mouvement comme ça, qui anime du coup le lift. Il y a une petite inertie. Ouais, une petite inertie, c'est ça. D'accord. Moi, alors ça, c'est sûr. En gros, c'est s'il y en a qui veulent se lancer, s'ils ont au moins 334 sur les plates, c'est quasi sûr qu'ils sont capables de le faire au niveau des pierres. Ok. Si Deuxième, mentalement ils sont capables d'avoir les conditions ça. d'être prêts mentalement. Et la deuxième chose, c'est d'acheter des Cerberus Strength. C'est des chandelles de préparation. Ça, c'est obligé. Alors, j'ai vu, il y a d'autres Français apparemment qui sont en train de se chauffer dessus et qui ont fait des montages avec des anneaux, des anneaux de gym entre deux box. Alors déjà, c'est un peu dangereux, je pense, et c'est vraiment pas spécifique parce que euh, tu peux tirer, je sais pas, je dis 180 à une main, mais 180 à une main, c'est pas 334 sur le corps, Ah oui, non, c'est sûr. la carcasse. Donc ça, c'est une erreur pour moi, je pense, de s'entraîner que comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire. Moi, je l'ai pas fait, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être pertinent, mais c'est pas assez spécifique par rapport au Diniston. Ça, c'était le premier point. Et là, le deuxième point, c'est l'avantage des Cerberus, c'est que les anneaux, c'est la copie des Stone. Ok. Donc, Donc t'es t'as spécifique. ouais, tu es, vraiment spécifique, tu as le même format des anneaux et le même rendu, si tu veux. D'accord. Là, Et ouais, non, j'allais dire, c'est à peu près tout, je pense. d'accord. Et du coup, ça nous amène à la dernière question, la question du podcast. Imaginons que ce soit une monarchie absolue et que je te donne les pleins pouvoirs. T'as Cool. plein pouvoir. Tout le monde est obligé de faire ce que tu dis.
T'as pas de limite de budget, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer la santé des Français en France? Qu'est-ce que tu imposes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu changes? Ah, je m'attendais pas à cette question. Bah, ça fait plaisir, ça veut dire que tu écoutes le podcast. Si j'ai écouté, mais au début, les derniers, tu le faisais pas dès le début. Si, si, j'ai toujours posé cette question. Ok, très Alors bien. maintenant, il faut que tu trouves la réponse. Alors, pour La améliorer, décision que Fred Cossé prend en tant que monarque absolu en France. bah, je vais reprendre je sais pas si vous avez déjà lu 1% Fitness. Euh, Ouais, euh, j'ai oublié le nom. Il est pas mal. Il a fait une hiérarchie pour la santé. Le premier, c'est la force. Le deuxième, c'est le grip. Le troisième, c'est les facteurs cardiovasculaires. ouais. Donc, si j'avais le plein pouvoir et, et pas de budget, je ferais faire un peu de force aux Français. J'entraînerais leur grip. Et ça se manifesterait comment? Ça, tu ferais Ah, quoi? Ça veut dire que alors, le... si on prend tous les Français, un peu de force, truc tout bête, hein. Pour le haut du corps, pompe traction. Ouais. Pour le bas du corps, Objectif combien? ça dépend les marqueurs d'âge, mais globalement, jusqu'à 60-70 ans, être capable de faire entre 15 et 30 pompes. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait, je crois que c'était l'OMS qui l'avait publié, jusqu'à 45 ou 50 ans. Non, c'était pas l'OMS, il y a une étude, je ne sais plus laquelle, j'ai plus l'auteur en tête. Ils avaient fait vraiment, je trouve plus le terme, une étude où ils regardent sur plusieurs années, je trouve plus, Ouais, de prospective, longitudinal? longitudinale. Euh, et ils ont remarqué que ceux qui étaient capables de faire, c'était 35 ou 40 pompes, alors on n'a pas la qualité des pompes, hein, Ouais, par ouais, contre. bien sûr. Ok. Ils avaient nettement, drastiquement moins de problèmes de santé et une meilleure chance de survie. D'accord. Donc, première chose, haut du C'était corps, énorme. une trentaine C'était de pompes. la population était énorme, c'était plusieurs milliers D'accord. de personnes suivies. Ok. Donc, ça serait pompe traction. Ouais. Pour les pompes, en fonction de l'âge, entre 15 et allez, 15-40 pompes Ok. bien faites. Euh, Traction, pour les femmes, au moins une. Mhm. OMS, je vous signale, a mis 5, Ça fait mal. c'est mal. Et pour les gars, entre 10 et 20. Ouais. Et donc ça, pour le bas du corps, très simple, sans matériel, des fentes Ok. et s'accroupir. Ok. Sans décoller les talons, j'imagine, ou en décollant les talons? Les deux, Les deux. Ok. peu importe, les deux. Se relever du sol, c'est la base, donc peu importe. Euh, Ok. Ça, se relever du sol, ça serait un autre, un autre pattern à maintenir avec ou sans charge, en fonction de l'âge qui est capable, qui Mhm. avance. Ça, suspension à une barre pour le grip, c'est facile à mettre en place un peu partout. Ok. Ou marcher avec des choses dans les mains, Ok. Faire les courses, quoi. ouais, par exemple. Ou deux pas de dos et tu marches. Ouais. Et Cardiovasculaire, du coup. cardiovasculaire, marcher. Marcher. Donc, du coup, Fred Cossé qui arrive au pouvoir avec les pleins pouvoirs, il met en place l'objectif d'avoir entre 15 et 40 pompes selon la tranche d'âge, 5 tractions, enfin, une traction pour les femmes, entre 10 et 20, c'est ça que tu as dit, pour les hommes, à peu près, entre 10 et 20, fente pour le bas du corps, capacité à se relever, suspension à une barre et marcher. C'est ça. Ok, bon, ça me paraît accessible à tout le monde, donc ceux qui veulent. Euh, et si j'avais complètement une autre vision, travail isométrique. Ah, là, J'avais c'est. fait un post dessus parce que travail isométrique le plus possible en overcoming, donc contre une charge fixe, peu importe. Ouais, Parce que tu as des gros effets hypotenseurs et métaboliques. Et actuellement, les gens hypertendus et avec des perturbations métaboliques, ça explose. On l'a vu avec le dernier rapport, je ne l'ai plus en ouais, tête, mais il fait peur. je crois que c'est 3 milliards de la population qui est Ouais, obèse. ouais. En On est France, presque à une personne sur deux. ça, et en France, Enfin, c'est entre. Non, c'est pas obèse, c'est surpoids ou obésité. En voilà, surpoids ou en obésité. Ouais.
Et en France, on a dépassé les 50% Ouais. de la population. Et comme il y a des gens qui se plaignent plus ou moins tout le temps de ne pas avoir le temps, on sait que 15-20 minutes par jour, justement, ils ont fait des protocoles d'isométrie. Tu as des gros effets hypotenseurs, métaboliques. Après, tu as la force qui vient, le grip, puisque tu attrapes. Mm, Donc, mm, ça, c'est mm. parfait. Et la dernière chose dans un autre monde, ça serait le GTG. Parce que tu D'accord. peux. Donc, Le le GTG, GTG, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la répétition d'un mouvement ou d'un pattern plusieurs fois dans la journée. c'est ça. Voilà. Ok, très bien. Bah écoute, Fred, je pense qu'on a fait le tour des questions, du sujet. Et je te remercie du coup d'avoir accordé ton premier entretien post-Diniston à ce podcast. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation et j'espère que ça aura plu à tout le monde.